les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue Ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. La gestion de la maladie Ebola au Sénégal, quels commentaires? La mise en place du tribunal des pairs, quelle analyse? Les assises de l'éducation, quelle solution pour sortir de la crise? Pour débattre de ces questions d'actualité, Remue Ménage reçoit ce dimanche 31 août 2014 Modignan, ancien inspecteur de l'éducation, et Ibrahim Bahoum, journaliste, membre du tribunal des pairs. Remue Ménage, dimanche 10h, 11h, avec Alassane Samba Diop sur la radio de toute l'actualité RFM. You're so consumed with how much you get. Dimanche 31 août 2014, merci d'être à l'écoute de Remue Ménage qui reçoit donc Ibrahim Bahoum, journaliste formateur et membre du tribunal des pairs du CORED, le Conseil pour l'observation pour le respect de l'éthique et de la déontologie qui vient d'être mis en place ce tribunal des pairs, et Modignan, écrivain, ancien inspecteur de l'enseignement. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Le Sénégal s'est réveillé cette semaine avec le virus Ebola. Un jeune Guinéen, étudiant, malade, a été interné à l'hôpital FAN, au service des maladies infectieuses. Monsieur Ibrahim Bahoum, comment doit-on gérer cette situation? Enfin, comment dire, doit-on gérer l'information? Parce que pour le reste, c'est les médecins, c'est les spécialistes qui s'occupent de ça. Donc il y a les deux volets. Il y a effectivement le volet santé, ça c'est pas notre affaire. Et il y a le volet évidemment sensibilisation, communication autour de ça. Moi je dis à gérer avec prudence. Vous savez, personne ne gagne dans une folklorisation d'une situation aussi sérieuse. Le public a droit à l'information, une information vraie. Mais aujourd'hui, ceux qui détiennent cette information vraie, pointue, utile, c'est les services de la santé, le ministre, la ministre, les personnels compétents des hôpitaux. Tout le reste ne peut donner lieu qu'à de la spéculation et ensuite à une situation telle qu'on va faire peur à la population. On n'en a pas besoin. Parce que je disais toujours que l'affolement tue, la panique perturbe. Alors, gardons notre calme, écoutons les autorités. Toute information à donner, à traiter doit vraiment avoir été vérifiée et venir de ces gens-là. Ce ne sera pas faire atteindre la liberté de la presse, c'est faire honneur à notre travail et effectivement nous montrer que nous sommes suffisamment responsables dans la liberté. Oui, Modignan, justement, quand cette information a été donnée par les médias sénégalais, les médias occidentaux l'ont repris en boucle dans les télévisions occidentales, RFI, France 24 et autres télévisions, en faisant au Sénégal un point rouge, comme si le Sénégal était devenu un pays d'épidémie d'Ebola. Effectivement, je me suis rendu compte que les médias étrangers se sont empressés à commenter l'information, à donner l'information et à la commenter, notamment à l'émission du journal télévisé de France 2, à RFI également, et puis à France 24, ils ont livré l'information, ils l'ont commenté. Est-ce que c'est à cause de la position du Sénégal, de sa situation, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les autorités sénégalaises, elles doivent gérer l'information avec prudence, avec également compétence. Et jusqu'à présent, j'ai le sentiment que les choses se passent bien. Il faut laisser ça entre les mains des autorités sanitaires qui doivent gérer ça à leur convenance. Et puis après, en particulier en direction des populations, il faut une bonne information, une bonne sensibilisation, une bonne communication pour ne pas l'effaroucher la population. Et justement, j'en profite pour dire que je viens juste de recevoir un message d'un confrère qui nous informe que le ministre rencontre les autorités de presse, les directeurs de publication et chefs d'entreprise de presse. Donc, elle les rencontre lundi, je crois, à son cabinet aussi. Voilà, je viens juste de recevoir l'information et j'ai partagé effectivement, voilà, j'en profite pour partager avec tout le monde. Donc, le ministre reçoit les autorités de presse lundi à son cabinet. Voilà. Oui, mais comment justement gérer cette information au moment où aussi les frontières sont poreuses? On sait que c'est vrai qu'on est en saison de pluie, ça peut éviter de passer par d'autres voies, mais si ce malade a pu quand même
quitter Conakry en terre Dakar, c'est qu'il y a un problème dans la gestion des frontières. Non, les frontières posent problème. Tout le monde sait qu'elles sont poreuses. Il est facile en Guinée d'entrer au Sénégal, comme il est facile en Guinée de quitter le Sénégal pour aller en Guinée. C'est valable pour le Mali, c'est valable également pour la Mauritanie. On maîtrise difficilement nos frontières. Tout le monde sait qu'elles sont poreuses. C'est la raison pour laquelle les autorités doivent faire montre de beaucoup d'intelligence dans la gestion de cette affaire-là. En particulier, les autorités qui sont au niveau des frontières. Il faut veiller avec le maximum d'efficacité. Sinon, on ne sait jamais, on court toujours le risque qu'un tel événement se répète. Moi, je dirais avec le maximum d'efforts, parce que l'efficacité, c'est même pas évident, mais au moins avec le maximum d'efforts qu'on peut. Parce que c'est vrai, nos frontières sont poreuses, mais ça l'est encore plus. Modi disait tout de suite, il est facile à un Guinéen, il est facile à un Malien. Moi, je dis également l'inverse, il est facile à un Sénégalais d'aller de l'autre côté. En fait, il n'y a personne qui ressemble plus à un Sahélien qu'un autre Sahélien, un Ouest-Africain qu'un autre Ouest-Africain. C'est les mêmes peuples, c'est les mêmes teints, c'est plus ou moins le même parler. Vous ne pouvez pas faire la différence entre... Donc, dans des cas comme ça, il n'y a qu'une chose. C'est pousser les autorités sénégalaises, effectivement, à chercher de faire le maximum d'efforts. Je pense que jusqu'à maintenant, ça a été fait. On ne peut pas leur reprocher d'avoir pas essayé, mais comme nous disons, effectivement, c'est des frontières terrestres et tout, difficilement contrôlables. L'autre chose, c'est que les populations également, on a besoin de leur parler. Je vois qu'effectivement, les gens sont en train de stigmatiser. Bon, c'est l'erreur. Justement, sur cette question bien précise, je voulais vous interpeller. Parce que Cheikh Tidiane Gadio a fait une sortie en demandant aux gens de faire très attention dans la stigmatisation, qu'il faut éviter d'indexer les gens. C'est une maladie qui peut arriver à n'importe qui. C'est-à-dire que, si vous faites attention, dans l'entretien que j'ai fait avec l'Obs dans son édition de samedi, donc hier, j'étais effectivement en train de dire là-dedans qu'en fait, même si vous connaissez le lieu où habitait ce jeune, il vaut mieux ne pas en parler. Évidemment, au moment où le journal L'Observateur sortait ça, c'était déjà connu dans le monde, parce qu'effectivement, j'ai fait l'interview avant que nous connaissions où ça se passait. Donc, en le faisant, j'ai entendu par la suite ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est de la stigmatisation. On va se dire, tel peuple, tel pays, parce que moi, je préfère ne même pas parler de pays. Je dis simplement, on est en train de stigmatiser des gens, des ressortissants ouest-africains. Pourquoi? Peut-être que même c'est des Diallo, c'est des Bas, etc. Mais nés au Sénégal, grandis au Sénégal, peut-être même des Sénégalais plus riches, mais ils ont leurs parents en Guinée qui viennent. Il nous faut éviter ce genre de choses-là. Toutes les erreurs qui arrivent viennent de ces petits détails de rien du tout, parce que quand les peuples ont peur, ils sont capables de toutes les dérives. Justement, Mounia, sur cette stigmatisation qui a déjà commencé dans les réseaux sociaux, en réalité, c'est vrai, il fallait s'y attendre. Malheureusement, c'est l'émotion, c'est la peur, c'est la surprise, etc. C'est l'inconnu. Il y a des gens, on entend des gens dire, mais ce garçon-là, pourquoi il quitte le Conakry, sachant qu'il était malade de la fièvre Ebola, et puis il vient, etc., etc. Donc, il fallait s'attendre à ce genre de réaction-là, mais nos autorités doivent savoir les gérer. Il faut absolument les gérer, mais il faut s'attendre à ce que de telles réactions interviennent de la part de nos populations. Mais il faut absolument gérer ça. De façon responsable. C'est ce que je voulais dire là-dessus. C'est qu'on vous dit, il se savait malade, pourquoi est-il venu ici? Mais c'est justement parce en fait, c'est l'instinct c'est ce que le commun des mortels dit. Et le commun des mortels oublie que quand on se sent malade, quand on se sent en danger, partout on pense pouvoir trouver les moyens de survie, les moyens de revenir à la vie, on y va. Donc moi, je ne peut-être qu'il a pensé que le structure sanitaire au Sénégal, parce que la plupart de nos voisins guinéens se soignent au Sénégal. Même leurs autorités viennent se soigner ici, donc c'est une réaction qu'on peut comprendre. Je ne suis pas en train de justifier, mais je comprends cela. Simplement ce que je voulais dire, que vraiment, on ne peut pas lui reprocher de chercher à survivre à une maladie, à une épidémie qui a chez lui. Il dit, mais peut-être qu'au Sénégal c'est mieux organisé, je vais aller là-bas, j'y ai de la famille, j'y ai des parents. C'est certain que ça a joué dans sa décision. J'ai dit peut-être qu'au Sénégal, il a beaucoup plus de chance de se faire soigner efficacement qu'en Guinée. Et la preuve, d'après les autorités, jusqu'à maintenant, ça se passe bien, mais tant mieux. Ça a joué dans sa décision, ça c'est certain. Mais maintenant, comment gérer justement cette sorte d'inquiétude qui commence à prendre chez les populations, dans les quartiers, pour que cette information-là soit traitée au mieux, et surtout pour que le suivi médical puisse être fait? En réalité, je reviens un peu en arrière, c'est par une information, une communication et une sensibilisation adéquate.
il faut que les populations soient informées largement par les populations et de la manière la plus convenable, la plus efficace possible. Maintenant, pour ce qui est de la prise en charge médicale, je fais quand même confiance à nos autorités. Nous avons suffisamment de compétences pour ça. Je crois que normalement, elles devraient pouvoir s'en sortir. Et je le souhaite vivement. On parle de la gestion de l'information. Au mois aussi où le tribunal des pairs vient d'être installé, il y a eu beaucoup de bruit autour de l'installation du tribunal des pairs, avec la sortie du président parlant aujourd'hui de la revue de presse, parlant aussi de Ouassakhalad. Certains estiment qu'à travers ces propos, c'est une sorte de censure que le président veut exercer sur la presse. Je ne suis pas sûr que ça soit exactement ça. Vous savez, votre radio, l'année dernière, moi je me souviens parfaitement, votre radio l'année dernière m'a interpellé sur cette affaire-là. Évidemment, ce n'était pas le président lui-même qui avait parlé, mais quand même des propos venus du palais de la République, de la présidence de la République, pour dire que les revues de presse, ça posait problème. Donc, ce n'est pas la première fois qu'en tout cas, du côté des autorités, on s'en inquiète. Maintenant, que le président Macky Sall ait choisi un instant à la fois solennel, mais également où il peut parler à toute la presse, c'est la première fois, je pense que c'est Bakary ou Mamles Camara, l'un des deux le rappelait dans son discours, c'était la première fois qu'une instance de ce niveau a réussi à obtenir que le président vienne. Le président n'a installé personne. Le président était un invité. Il faut toujours qu'on le répète. Le président était un invité, mais ce n'était pas n'importe quel invité. On l'a pris à témoin. Donc, qu'il ait choisi cet instant pour dire ce qu'il pense être un problème, je le comprends. Mais je comprends tout à fait également que les gens aient pu penser qu'en fait, ils cherchent à imposer une démarche à la presse. Ça sera sans succès. Les journalistes, on ne peut pas leur dicter de la manière de travailler. Surtout quand ça vient de l'extérieur, ce que j'appelle l'extérieur de la profession. Mais les journalistes, entre eux-mêmes, savent ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ils savent ce qu'il faut faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et il y a des choses qu'on ne doit pas faire et qu'on commence à faire ou qu'on fait depuis très longtemps. Enfin, c'est le moment de dire, écoutez les amis, arrêtons, si nous voulons rester encore des gens crédibles, si nous voulons garder encore la confiance des populations, si nous voulons que notre information continue à être porteuse de quoi que ce soit d'utile à la démocratie et à la gouvernance, mais les amis, arrêtons, mettons de l'ordre. On ne peut pas, puisque c'est de ça dont il est question, on ne peut pas faire de la revue de presse un moment pour s'amuser. Ça n'est pas possible. C'est un moment d'information comme tous les autres moments, une fois que vous êtes dans votre journal. C'est une partie du journal, c'est une rubrique. Vous donnez de l'information. On ne peut pas aller prendre le journal de quelqu'un, prendre un article là-dedans, en choisissant soi-même l'article qu'on veut, sur la base de je ne sais pas quoi, aller chercher un article à l'intérieur, parfois qui n'a même pas été mis en vitrine. Les gens qui choisissent leur une, c'est quand même pour des raisons commerciales parfois. Nous voulons vendre avec telle information. Ou alors, même si ce n'est pas pour des raisons de vente, nous estimons que pour l'information du public, ça c'est très important, on met en une. Vous laissez cette information-là, vous laissez cet appel. L'appel, c'est le titre pour dire simplement, regardez page 3. Vous laissez cet appel. Vous allez chercher quelque chose qui n'est même pas appelé, ou même s'il est appelé en 3e, 4e, 5e position. Vous allez le chercher à l'intérieur pour le développer en employant des termes qui n'ont même pas été usités par le journaliste, par l'auteur de l'article. Ben, on ne peut pas me dire que ça c'est sérieux. C'est pas de la revue de la presse, c'est de l'amusement. Et c'est ça dont nous ne voulons pas. Mais le président de la République n'est pas la personne pour nous dire comment nous devons faire les revues de presse. C'est tout si vous voulez là-dessus. Oui. Modinia, si on en est arrivé là aujourd'hui, quelles sont les causes de cette dégringolade? Alors, avant d'en venir aux causes, je pense que le président, sa voix est audible certainement. C'est parce qu'on en parle. Mais il n'est pas le seul, je crois, de mon point de vue, à s'émouvoir des différentes revues de presse. Mais pas de toutes. Hein? Tous les Sénégalais s'en plaignent. Je veux dire que pas toutes les revues de presse, n'est-ce pas? Oui, bien. Hein? Toutes les revues de presse? Pas toutes. Ah bon, non, certaines revues de presse. Moi, il y a des revues de presse qui ne me dérangent pas. Ah, d'accord. Moi, je n'ai aucun problème à écouter Non, pas ici. Exact. Bon, moi, je ne suis pas le professionnel. Alors donc, je veux dire donc, le président n'est pas le seul à s'en émouvoir. Il y a beaucoup de Sénégalais qui s'en plaignent parce que ça pose problème. Généralement, ce qu'ils retiennent, c'est les titres des unes des journaux. Et ça pose souvent problème. Souvent, c'est du sensationnel. D'ailleurs, c'est à cause de ces unes-là que j'ai peur maintenant d'accorder des interviews. Parce que souvent, les titres que l'on met à la une n'ont rien à voir avec ce que vous avez. Une fois d'ailleurs, ce n'était même pas une interview, c'était au cours d'un séminaire, à la fin de jeunes journalistes, je dis, maintenant je me méfie de... Non,
Ils m'ont fait parler, ils m'ont fait dire quelques mots. Et le lendemain, j'ai été surpris de trouver Modignan se défausse sur le président de la République. Modignan fait feu de tout bas. Et comme si j'ai été obligé de faire d'abord un papier au journal pour dire ce qu'était faire feu de tout bas et se défausser sur quelqu'un. Je n'avais aucune raison, etc. C'est donc de tels titres qui font peur et qui alimentent la plupart du temps les revues de presse. Certaines revues de presse, c'est la raison pour laquelle... Mais quelles sont les causes de cette situation? Les causes, je crois, moi je ne suis pas professionnel, mais j'impute les causes à le fait que ceux qui animent certaines revues de presse ne sont pas des professionnels. Non, mais la question également, tient à pourquoi on choisit tel titre. Il y a les deux. Peut-être bien. Non, il y a les deux. Il y a deux questions là dans sa seule question. Pourquoi tel titre plutôt que d'autres? Voilà. Il y a deux volets dans sa question là. C'est-à-dire pourquoi on fait le titre comme ça alors qu'effectivement Modi, ce qu'il a dit n'a rien à voir plus ou moins avec ça, premièrement. Et ensuite, pourquoi les revues de presse sont faites de cette manière-là. Alors, je réponds à la première question. Pourquoi les journalistes font leur titre comme ça? En fait, c'est l'appel, c'est accrocher. Mais ce n'est pas parce qu'on veut accrocher qu'on accroche avec n'importe quoi et n'importe comment. Cet exemple-là, je le donnerai aussi longtemps que l'occasion me sera donnée d'en parler. Parce que je dis toujours que ce n'est pas parce que nous avons besoin de vendre que nous faisons n'importe quoi. On ne peut pas s'amuser avec les propos des gens. C'est-à-dire que Modignan n'a pas cherché à se défausser sur qui, je connais pas le truc dont il parle, mais en l'exemple, ne cherche pas à se défausser sur qui que ce soit par rapport à quelque question que ce soit. Bon, mais pourquoi on est allé chercher le mot défausser? Il m'arrive de dire que la presse sénégalaise elle-même est vraiment le reflet de notre société sur toute la ligne. Nous sommes violents. Dans le vocabulaire, nous sommes extrêmement violents. Mais regarde maintenant la presse. On vous dira, il a déchiré le décret. C'est pour dire qu'il n'est pas d'accord avec le décret. Il a déchiré la copie du ministre. Il a déchiré. Pourquoi déchirer? Pourquoi fusiller? Pourquoi tirer? Pourquoi tuer? En fait, des mots comme ça, c'est déjà un lexique de guerre. Il faut brûler la cour des comptes. Faut-il brûler la cour des comptes? Pour rester justement pour rester dans le titre d'une actualité récente. Faut-il brûler? Donc des trucs comme ça, ces mots comme ça. Alors, le journaliste ou la rédaction qui choisit ces titres comme ça, généralement, c'est pour dire, écoute, nous voulons vendre. Et dans la compétition, j'allais dire dans la jungle des médias aujourd'hui, chacun se dit, le public, il y a une partie du public ou qui ne veut pas acheter ou qui n'a pas les moyens d'acheter, mais qui se met devant les kiosques là et regarde les titres. Donc on cherche un appel. On dit dans la foule des médias, des titres, il faut chercher le plus accrocheur. Mais parfois ce qu'on appelle le plus accrocheur, il est entre vous, quand vous êtes dans la rédaction, vous décidez de voici ce que nous voulons faire, etc. Mais vous oubliez que vous statuez, vous parlez d'une personne qui existe, qui n'est pas là. Tantôt, quand vous avez commencé à vouloir donner un nom, tout de suite, j'ai dit non, c'est pas la peine. Parce qu'effectivement, c'est comme ça aussi. Déontologiquement, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Donc, on choisit un titre comme ça, simplement pour faire... parfois, c'est de l'arnaque, carrément. C'est de l'escroquerie. Parce que le titre, généralement, ce qu'on voit n'a rien à voir avec ce que... Donc là, c'est donc la réponse au premier volet de sa question. Et l'autre volet, effectivement, c'est pourquoi est-ce que les gens font ça? C'est-à-dire que ceux qui font la revue de la presse, pourquoi ils font ça? Dans certains cas, je dis il y a de l'incompétence ou alors de l'ignorance. L'ignorance n'est pas toujours synonyme de je sais pas moi, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on va forcément dire des choses pour être méchant. C'est parce qu'on ne sait pas. Certaines fois, c'est carrément méchant. Et personne n'a le droit, je dis, en utilisant la presse, qui doit être un support dans la démocratie, qui en est même le pilier, on ne peut pas faire en sorte que cette presse perde tellement de crédibilité que le citoyen, qui devrait être sa cible pour être mieux formé, pour comprendre la gouvernance et servir d'élément de veille, je dis, si on en arrive à perdre cette crédibilité des médias par le fait de gens qui n'avaient rien à y faire, ou alors d'autres qui ont quelque chose à y faire, mais qui ont été déformés par la recherche de l'argent, par le gain facile, dans un cas comme dans l'autre, on a créé des problèmes à la presse. Justement, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à cela dans ce pays aujourd'hui où on assiste à une sorte de guerre des médias, où certaines personnes qui ont de l'argent veulent investir dans les médias, plus pour de l'influence, pour se
bagarrer entre eux par titre interposé. Oui, mais avant ça, il faudrait dire quand même que malgré les insuffisances que l'on constate par-ci, par-là, dans les revues de presse, il ne faut pas les brûler. Ah non, sûrement pas. Absolument. Parce que c'est insuffisant qu'il faut les brûler, je ne crois pas. Sûrement. Maintenant, pour ce qui est de ces compatriotes qui investissent le monde de la presse et qui créent notamment des groupes de presse et qui ne sont pas souvent de la profession, ça peut poser problème. Je le dis avec prudence parce que je ne suis pas du métier. Mais par expérience, on constate que, en tout cas chez certains de ces compatriotes-là, les motivations ne seraient pas professionnelles, mais plutôt économiques et politiciennes, etc. On crée son groupe de presse davantage pour des soucis économiques, pour des soucis d'ordre politicien, que pour des soucis professionnels. Pour de l'influence, des fois. Je crois. Pour poser sur certaines décisions. Je dis politique et politicien. Moi, dit personne ne connaît la presse mieux que vous. Non, attendez. Moi, dit face au sondage, dire je ne suis pas de la profession. C'est vrai que ce n'est pas votre profession, mais vous êtes un des plus grands producteurs dans la presse. Je suis quand même devant de grands professionnels. Et en tout cas, donc, non, ça, vraiment, c'est ça. Donc, moi, ce que je voulais dire, ces investisseurs dans la presse, moi, je dis welcome. Si, effectivement, en venant, ils mettent leur argent, permettant de créer une activité économique dans laquelle on peut recruter des personnes pour venir travailler, pourvu que ça soit des professionnels, premièrement. Deuxièmement, une fois que vous avez investi là-dedans, laissez les gens travailler. J'aurais été plus à l'aise si j'étais dans une autre radio pour donner l'exemple de ce groupe-ci. Mais malheureusement, je suis dans ce groupe, ça me pose problème. Mais il y a des gens ici, quand tu écoutes la radio, tu te dis, mais est-ce que ça, c'est la radio de quelqu'un, en tout cas dans un groupe, présidé par quelqu'un qu'on peut quand même considérer comme un membre du pouvoir? Parce que les journalistes ici ont appris à prendre de la distance par rapport aux intérêts politiciens du président du groupe, permettrait que je ne donne pas de nom, mais tout le monde sait. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais au moins, il y a au moins un très bon pourcentage de ce point de vue-là. Il y a d'autres groupes qui sont comme ça. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il y a que les bons. Je ne fais pas du manichéisme ici, les bons ici, les mauvais là. Mais je parle de pratique. Donc, moi, je ne suis pas contre le fait que des gens viennent investir dans la presse. Il y a 2 ans, vous me pouvez poser la question en disant les politiciens qui viennent mettre de l'argent dans la presse. Je dis qu'ils y mettent. Mais une fois que vous avez mis là-dedans votre argent, le politicien qui le fait, généralement, c'est pour de l'influence. Aujourd'hui, de plus en plus, l'exemple que je donne également, c'est de l'influence. C'est comme quelqu'un m'a envoyé un SMS hier samedi en disant qu'en fait, c'est juste une guerre des hommes d'affaires qui est en train de se préparer. Moi, je n'ai pas de problème. Pourvu seulement que les gens qui travaillent là sachent que c'est des journalistes. Évidemment, ça suppose qu'on ait recruté des journalistes plutôt que des bagarreurs là. Si vous avez recruté des journalistes, c'est très bien. Vous avez votre activité économique ailleurs qui vous a permis d'avoir comment ça s'appelle ça, de la plus-value que vous voulez investir dans ça. Pour ajouter à renforcer votre position économique, mais également pour faire de l'influence. Je n'ai pas de problème par rapport à tout cela. Un éditorial est fait pour ça. L'éditorial est fait pour permettre aux actionnaires qui ont une ligne, qui ont un intérêt, pour leur permettre de se prononcer sur une question en déléguant ses pouvoirs à un directeur de publication qui lui-même peut déléguer en caractère en chef. Mais c'est seulement là, sur ce papier de fond-là, un éditorial ou 1 ou 2 chroniques. Le reste du factuel, l'information générale et tout, est laissé à la seule appréciation des journalistes qui n'ont de compte à rendre qu'à 2 personnes qui ne sont même pas des personnes physiques, c'est leur conscience là. Et ça, c'est la déontologie. Il y a des règles. Une fois que vous respectez ces règles, on ne veut plus savoir à qui appartient le journal, ni en politique, ni en affaires. Malheureusement, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et excusez-moi d'avoir gardé le micro aussi longtemps, mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que les gens investissent pour se battre. Et si les journalistes portent cette bataille, ils font mal à la profession et leur affaire ne va pas marcher. Mais justement, pour éviter cette genre de situation, est-ce qu'il ne faudrait pas créer dans d'autres pays ce qu'on appelle la société des rédacteurs, où les journalistes sont actionnaires dans les groupes de presse, pour éviter justement d'être entraînés dans ces batailles-là? En tout cas, ce qu'on constate, et Bahoum l'a développé tout à l'heure, dans cette invasion, je mets entre guillemets. Un envahissement. Oui, envahissement. Alors,
par des non-professionnels, il peut y avoir du bon, du moins bon et du mauvais. Oui, il y a effectivement du mauvais parfois, parce qu'il y a des groupes qui sont créés pour passer leur temps à insulter. On a vu ça, c'est mauvais. Et quand c'est comme ça, il faut agir. C'est la raison pour laquelle je crois quand même il convient d'encadrer ça. Il faut organiser, et pour anticiper, ce serait possible par exemple avec la mise en œuvre de ce fameux code de la presse là, s'il était voté. Le président l'a promis. Oui, donc il faut encadrer ça. Ne pas permettre à n'importe qui de créer un groupe de presse. Et quand il crie, mais qu'il reste dans les limites d'une certaine réglementation, etc. Donc il faut encadrer, il faut organiser ça. Parce qu'il y a certains journalistes qui demandent aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas que les journalistes soient des actionnaires dans le groupe de presse? Pourquoi pas? C'est-à-dire que dans les discussions justement concernant le code de la presse, on avait dit, enfin, c'est vrai, on avait visé même trop haut, prendre 25% pour le personnel. La société des rédacteurs, ça sert à quoi? Ça sert à éviter les dérives. Éviter les dérives et une fonction de veille. De veille. C'est-à-dire que les journalistes sont ceux qui peuvent se défendre eux-mêmes, c'est eux qui peuvent défendre leur profession. Devant les dérives justement d'un employeur trop puissant qui pourrait les orienter vers ce qui les intéresse, uniquement, exclusivement. Bon, évidemment, le code a été négocié, discuté pendant des mois avec des éditeurs de presse, avec des journalistes, avec le syndicat, avec des parlementaires, avec la société civile, avec des magistrats, avec le ministère de la Communication, tout ça. Donc, c'est vrai que pendant plusieurs mois, les gens se sont rencontrés, ont discuté, etc. Alors, l'encadrement en matière de création, jusqu'à maintenant, j'ai dit, vous êtes journaliste si vous tirez l'essentiel de vos revenus de la pratique du journalisme. Autrement dit, c'est la loi 96-04. Cette loi-là qui est encore en vigueur, là, en attendant qu'on la change. N'importe qui donc peut devenir, comme disaient nos amis les Ivoiriens, un maçon peut créer son journal. Puisque vous n'avez que tout ce qu'on vous oblige à faire, c'est la déclaration. Point. Et vous n'avez même pas besoin d'attendre que le procureur vous dise oui ou non. Vous avez fait une déclaration, vous l'avez informé. Monsieur le procureur, moi, en tel habitant, etc., et carte d'identité, c'est très clair, je veux créer mon journal, voici le titre. Je suis allé au bulletin administratif, j'ai cherché un numéro de NINEA, pas NINEA, je veux dire de ISSN, International Standing Serial Number. Donc, je prends mon truc, je viens, je crée mon titre. Et je recrute. Donc, le maçon, il le fait, il recrute 2 menuisiers, et ils sont devenus journalistes. Ça, c'est aux yeux de cette loi-là. Même si ce n'est pas aussi terre à terre que ça. On vous dit seulement si vous tirez l'essentiel de vos revenus. Mais quelqu'un qui n'a jamais eu de revenus du tout, qui avait des problèmes pour avoir 10 000 francs par mois, mais si vous lui donnez 50 000 francs pour écrire, il tire l'essentiel de ses revenus de ça. Mais est-ce que ça en fait un journaliste pour autant? Ça, c'est les faiblesses de la loi. Donc, l'encadrement dont Maudit parle, oui, c'est prévu dans le nouveau code. Que n'importe qui ne peut plus. On a mis des barres en termes de financement. Au moins pendant 6 mois, il faut que vous puissiez payer du personnel. Il faut que d'abord vous avez votre matériel. Ensuite, assurez-vous au moins que pendant 6 mois, vous pouvez fonctionner en payant des journalistes avec des salaires sur la base de la convention collective dont le président de la République vient de dire qu'évidemment que ça demanderait à être révalorisé. En fait, le président l'autre jour, il a dit effectivement de très très bonnes choses. Évidemment, on a applaudi parce que la profession a également besoin de ça. Donc, cet encadrement-là est prévu. Mais le code qui le prévoit est encore en souffrance quelque part. C'est ça le problème. Oui, il y a le problème de la dépénalisation. Oui. Certains députés ne sont pas d'accord. Bien sûr. Si un dépénalise, c'est une licence qu'on donne aux journalistes. En réalité, si certains députés expriment une certaine inquiétude, en réalité, ils ne sont pas seuls les députés. C'est beaucoup de Sénégalais qui ont peur. Et moi qui vous parle, en réalité, je n'ai pas peur, mais je me pose des questions. Je n'ai pas peur du tout. Que ce soit dépénalisé ou non, ça ne me dérange pas. Mais je me pose des questions. Moi, Moudignan, enseignant, je commets une faute. Je suis sanctionné à la mesure de cette faute-là, qui n'exclut pas qu'on m'envoie en prison. Le médecin se trompe, c'est la même chose. Un autre agent de etc., etc. Mais quand c'est les journalistes, non, on dit non, on laisse, on ne l'envoie pas en prison. Mais pourquoi ce privilège? Voilà la question que les Sénégalais se posent. Et si ce privilège était donné, quand feraient les journalistes? Ça aussi, c'est une question que les gens se posent.
Il y a le tribunal des pairs. Hein? C'est pour ça que le tribunal des pairs est plus. Le tribunal des pairs, c'est très bien. Vous me permettez, c'est vrai, c'est une bonne chose, j'ai applaudi. Mais avant ça, le CORED existait, n'est-ce pas? Le CRED. C'est CRED. Ça dépend de ce qu'il CORED. C'est un peu. C'est le. Bon, disons que l'historique c'est 98 wow. jusqu'en 2009, c'était CRED. Conseil pour le respect de l'éthique de la déontologie. CRED. C'est de le 2009 à maintenant, c'est le CORED. C'est le CRED. Je donne l'exemple comme ça. Allez-y. Un de vos confrères, je ne cite pas son nom, directeur général d'un grand quotidien, dans un de ses, je ne me souviens plus le titre de ses papiers, il charge copieusement 3 Sénégalais. Modignan, Malick Ndiaye, Ibrahima Sène. Il nous traite de tous les noms d'oiseaux. C'est son droit. 2 jours après, je lui envoie une réponse. C'est ça comme il met le coude. Droit de réponse. Je relance, il met le coude. Une deuxième fois, une troisième fois. Et je prends la décision d'écrire au CRED. Mais ma démarche n'a jamais été suivie. N'a jamais abouti. Voilà, n'a jamais abouti. Ils ne se sont même pas donné la peine de la courtoisie de me répondre. Donc là, ça pose problème. Ça, c'était le CRED, ça. J'espère que... Très bien. Maintenant, il a dit, Modi, qu'en fait, lui, il ne se pose même pas de questions sur la dépénalisation, etc. Après ça. Ça ne vous dérange pas. Mais il y a un autre journaliste, membre actuellement du tribunal des pairs, expérimenté, journaliste, très expérimenté, qui disait lui-même que lui se débat sur la déprisonnalisation ou la dépénalisation, peu importe le lexique. Lui, ça n'a jamais été son problème, ça n'a jamais été son sujet de préoccupation. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit que de toute façon, il sait que dans le cadre de son travail, il n'a jamais été question pour lui d'écrire des choses qu'il n'a pas vérifiées, d'attaquer des gens, de faire dans la médisance. Il donne des faits qu'il a vérifiés, il donne. Donc il dit, il se pose même pas de questions comme ça parce qu'il pense que ça lui arrivera jamais. Et je crois que effectivement ça lui est jamais arrivé parce que maintenant il ne pratique plus le journalisme, mais il est quand même dans le tribunal des pairs. Donc c'est vous dire que donc lui il n'a pas ces problèmes. Et il y a beaucoup de journalistes comme ça qui n'ont pas ces problèmes-là. Parce que si vous permettez, et je pense moi aussi que je pense pouvoir dire que je n'ai pas ces problèmes-là. Mais il y a beaucoup qui n'en l'ont pas. Mais puisqu'il y en a qui l'ont, et finalement ils le font, ils le mettent sur le compte de la profession finalement. Donc ce que vous avez dit sur cet article et la correspondance qu'il a envoyée, d'abord une première fois, droit de réponse, c'est un droit consacré pour tous ceux qui connaissent la déontologie en matière de presse. La charte de Munich qui date de 1971, adoptée par la Fédération internationale des journalistes, pose parmi ses principes et dispositions le droit de réponse. La charte des journalistes du Sénégal pose ça. En fait, c'est un minimum d'honnêteté de dire telle personne estime que ce que j'ai dit n'est pas exact. Elle répond, c'est son droit. Mais non seulement, ces gens, comme vous avez dit, ne diffusent pas, alors qu'ils devraient le faire au bout de 48 heures, 72 heures maximum. Ils ne l'ont pas fait. Vous écrivez au CRED qui ne répond pas, c'est manquer de courtoisie. Mais vous êtes en train de me dire, voilà une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, le syndicat, le SYNPICS, qui a été l'initiateur du CRED en 98, le même syndicat est revenu pour dire, il y a quelques années, en 2007, que les journalistes devraient aller vers un ordre des journalistes. On a appelé des spécialistes en session, en un séminaire, en une journée, pour échanger sur ça. Ces spécialistes qui n'ont rien à voir avec la presse, sauf c'est des intellectuels, mais je veux dire que ce n'est pas des journalistes, ils ne sont pas de la profession, c'est des gens de la société civile, avec d'autres spécialités, avec d'autres professions, nous ont dit, si ce que vous voulez faire là, un ordre, ça va poser des problèmes. Ce ne sera pas possible. Donc nous avons choisi de faire un CRED renforcé dans ses prérogatives, renforcé dans ses missions, autrement composé, constitué. C'est ça qui a donné lieu au CORED. Je dis, personne n'avait le droit de vous refuser la réponse. Vous n'aviez même pas assisé le CRED. Donc vous avez eu mal 2 fois, mal 3 fois, mal dans ce qu'on vous a dit, mal dans le droit de ne même pas pouvoir répondre, mal encore que d'avoir même pas d'interlocuteur, alors que ce sont ces gens-là qui prétendent représenter la presse, ça pose problème. En tout cas, j'ai été autant déçu par
l'attitude de votre confrère que par l'attitude des membres du CORED. Je pense que ce CORED-là, renforcé, revigoré... Ça va plus être la même chose. Mais ça nous permet d'aborder l'autre question de notre débat. C'est aujourd'hui les rapports de la Cour des comptes et de l'Inspection générale d'État. Beaucoup de Sénégalais se posent des questions. À quoi servent ces rapports s'ils sont exploités? Je parle de l'interrogation de votre confrère. Faut-il brûler la Cour des comptes? Que les gens ont mal interprété. Ce qu'il a voulu dire en réalité, c'est parce que si on lit, moi j'ai lu le rapport de l'IG de 2013 comme de 2014. J'ai lu le rapport de la Cour des comptes probablement je lirai le rapport de compte de 2014. Ce qu'on constate, c'est que les mêmes fautes qui ont été épinglées en 2013 sont revenues pour l'essentiel en 2014. On a le sentiment que les gens font les mêmes fautes sans s'exposer à des sanctions. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le journaliste a posé cette question-là. En vérité, le problème qui se pose, est-ce que finalement nos autorités à certains niveaux ont un certain respect de ces institutions qui sont l'IGE et la Cour des comptes? Parce que si vous prenez la Cour des comptes ou le dernier rapport de l'IGE, je prends l'exemple du coude. C'est les mêmes fautes, c'est les mêmes abus. Abus extraordinaires dans l'utilisation du carburant. On en donne à tort et à travers, aux ayants droit comme à ceux qui n'en ont pas droit du tout. On en donne à des ministres, à des machins, sous forme d'appui institutionnel. On donne des subventions. Ils ont relevé le fait que pour un étudiant qui a été blessé ici et qu'on a... Plus de 140 millions. 140 millions. On donne des subventions à des particuliers. Au secrétaire général du mouvement des étudiants libéraux, par exemple, de l'époque. 5 millions, etc. L'argent du contribuable qu'on distribue à travers. On recrute à tort et à travers. Mais que ce dernier a démenti, hein? Qui ça? Le JTL a démenti. Oui, enfin, il a démenti. Je ne suis pas... Bon, en tout cas, je crois il donne ce qu'il a lu. la Cour des comptes, quand même. Bon, bref. Les recrutements. Tel directeur, avant de partir, dans la semaine, il recrute 40 permanents. Tel autre qui arrive, qui est relevé par la suite, avant de partir, il recrute 35, etc. Permanents, alors qu'il y a des dizaines de travailleurs temporaires qui sont là-bas. Mal payés. Mal payés. Voyez-vous. Et tout ça, on le fait, ça revient, et il n'y a pas de sanction. C'est la raison pour laquelle je dis, la question de votre confrère se pose. On a le sentiment que la Cour des comptes et l'Inspection générale d'État ne servent à rien. C'est la raison pour laquelle beaucoup de nos confrères posent la question de savoir s'il n'est pas temps quand même de sortir l'Inspection générale d'État des griffes entre guillemets du président de la République. Comme ça va se faire et de leur permettre de faire convenablement leur travail. Où la Cour des comptes n'est plus dans l'escarcelle de l'Élysée en France. Voilà, il dit n'est plus. Ça veut dire que ça y était avant. C'est que le problème que nous avons... Que la Cour des comptes n'est plus enfin que maintenant, ça s'est autonomisé carrément. Quoi. Oui. La Cour, non, en France. En réalité, la Cour des comptes du Sénégal est plus ou moins autonome parce qu'elle établit son programme, elle fait, mais le rapport elle donne au président. C'est le rapport qui pose problème. Alors que ces gens devraient pouvoir saisir directement la justice. C'est ça la question. Donc, mais il dit effectivement n'est plus en France. C'est que nous avons... En fait, pour prendre cette anecdote-là, pour rigoler, un jour j'ai dit à un Français, vous nous avez laissé toutes vos tares. Il me dit, ah non, détrompe-toi, on en a encore gardé beaucoup. En fait, les tares, c'est la répartie française là. Donc les tares que nous avons, pour l'essentiel, dans nos bureaucraties, dans nos administrations, enfin, dans nos administrations que j'appelle des bureaucraties, donc la lourdeur, c'est que parfois c'est hérité d'un système français que la France elle-même est en train d'abandonner, mais également nous avons ce que nous appelons nos traditions locales. L'animateur là, Alassane Samba, est peut-être relativement jeune. Modé et moi, on peut comprendre ça. Je ne sais pas si l'expression est encore courante, mais en tout cas, il fut un temps, si on nomme quelqu'un quelque part, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, Fofa Amoul Machat. Amoul Machat, ça veut dire qu'il n'y a rien à bouffer, quoi. Donc, un jour, j'ai lu un bon papier de Samuel Lucien Chopin dans Le Soleil à l'époque, quand c'était avec la réforme qui instituait donc la première phase de la décentralisation de concentration. Il disait, la pire des choses pour un sous-préfet, c'est d'être nommé préfet. Sous-préfet. Son chef, comme c'est le préfet. Donc, théoriquement, c'est une promotion.
mais parce que c'est en bas qu'il y a toutes les combines. Donc, dans les administrations, ça se passe comme ça, et c'est les mêmes pratiques. Il n'y a pas à s'inquiéter parce que c'est les mêmes fonctionnaires qui continuent. Ou alors, si c'est pas la même personne, c'est au moins la même structure, la même architecture et la même perception des choses. Donc, il y a une sorte de comment est-ce qu'on appelle ça, de dougalante, quoi. Justement, Mourinho, est-ce qu'on peut changer cette mentalité dans un pays où pratiquement on a l'impression, comme l'a si bien dit Serigne Mor Mbaye, psychologue, que nous sommes un pays d'escrocs? Enfin, peut-être que c'est assez dur. Nous sommes un pays d'escrocs. En tout cas, nous sommes un pays qui compte beaucoup d'escrocs. Et à beaucoup de niveaux. Ça, au moins, on peut le dire. En tout cas, pour revenir à ça, c'est dommage que tous les Sénégalais n'auront pas la possibilité de lire dans leur intégralité le rapport en question. Parce que je vous assure, si vous finissez de lire ces rapports-là, vous êtes inquiet. Moi, en tout cas, je le suis. Et quand j'ai lu en particulier la partie consacrée au monstrueux montage financier du monument de la Renaissance africaine, par exemple, et du Fesman. Mais c'est assez extraordinaire. Quand vous finissez de lire, vous dites, mais comment se fait-il que l'ancien président de la République soit encore dehors, qu'on n'ait même pas levé le plus petit doigt sur lui? Mais c'est extrêmement grave. Vous imaginez, au départ, 12 millions étaient prévus, sans études techniques préalables, etc. Et vous avez dit 12 milliards 12 milliards. Ah oui, d'accord. Et les contrôleurs découvrent que il y a 8 milliards qu'on a ajouté comme ça, sans que les gens soient au courant. De 12 à 8 milliards. Mais est-ce que cela n'est pas dû quelque part à Bahoum, à la faiblesse des corps de contrôle qui sont mis en place, peut-être a posteriori ou bien a priori? Je termine. A posteriori ou a priori, moi je pense que je ne crois pas d'ailleurs au contrôle a posteriori. Parce que ça, c'est le médecin avant la mort. Vous connaissez les dégâts qu'ils commettent. Moi, je crois qu'il faut contrôler à priori. Absolument. Au fur et à mesure, il faut contrôler. Ce n'est pas la faute aux contrôleurs. Ils font le travail autant qu'ils le peuvent. Mais le problème, c'est la présidence de la République qui reçoit les rapports de la Cour des comptes et les rapports de l'IGE et qui met le coup dessus. Il l'a dit, il a tellement de rapports qu'il n'a pas transmis au procureur de la République. Je ne sais pas, le président Macky Sall a le droit de mettre son coude sur les rapports. Mais il n'a pas le droit. Alors qu'il a été élu pour justement faire la rupture. Il n'en a pas le droit. Il n'en a moins le droit que il s'était engagé pendant sa campagne électorale à mettre en œuvre, une fois élu, une politique sobre, vertueuse et transparente. Et il a fait voter le code de transparence également. Il a dit partout que ce sera la rupture, etc. Mais on n'a pas le sentiment que cette politique-là est mise en œuvre. Mais est-ce que cette rupture est à l'épreuve des réalités sociales, culturelles? En fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a... politique. Je vais vous dire une chose. Le discours qui vous élit, n'est pas celui qui vous maintient au pouvoir. Concrètement. C'est dommage. C'est vraiment ça, mais c'est dommage. C'est dommage. C'est que, comme on dit, les gens peuvent prendre... Vous pensez que c'est valable pour tous les pays, tous les autres pays? Oui. Absolument. Non, c'est comme ça. Demandez ça à Barack Obama s'il est en train de faire la même chose. Pourquoi aujourd'hui les Américains considèrent que c'est le moins bon des chefs d'État qu'ils ont jamais eu, alors que toute la planète Terre avait applaudi quand on le lisait. En fait, mais ça ne justifie rien. Je suis seulement en train d'expliquer, ça ne justifie absolument rien. Mais c'est un constat. Donc, quand il y a des dépassements, des dérives, alors vous dites, comme on dit avant d'arriver, c'est le couteau entre les dents. Quand j'arriverai. Vous arrivez, vous vous rendrez compte que les pesanteurs, les mêmes qui avaient présidé à la commission de ces actes, continuent encore à vous bloquer. La loi sur l'enrichissement illicite, tout le monde vous dira, l'historique c'était quoi? C'était en partie parce que le président Abdou Diouf s'était dit, moi je connais bien le parti, je sais ce qui s'est passé dans ce pays-là pour avoir été Premier ministre pendant 10 ans, ça ne peut pas, ça ne doit pas continuer. Parce qu'il était témoin des pillages. Et il était de tout. Personne n'a autant connu l'État que Abdou Diouf. On parle de Macky Sall qui a un excellent parcours du point de vue institutionnel, mais c'est que l'autre a un très bon parcours. D'ailleurs, Abdou Diouf a dit ça dans une confession en disant quand il a commencé à mettre en place la loi sur l'enrichissement illicite, il a tellement été combattu même par des magistrats eux-mêmes chargés de faire le travail. Tout le monde l'a combattu, y compris des gens de son propre parti. Et surtout ces gens-là qui
estimé qu'en fait c'était fait contre eux, ce qui n'était pas faux, mais également ils se sont dit très bien. Donc ils ont mis les balises. Diouf, voici le chemin. Si tu veux rester encore au pouvoir, sinon, écoute, vous disparaissez. Donc, ils essaient de manœuvrer, etc. Finalement, peut-être la loi était mal écrite, je ne sais pas trop. Ils laissent tomber et ça continue. Alors, les sopistes promettent que quand ils viendront au pouvoir, ça va être sopi. Sopi, c'est le mot global, tout est là-dedans. Changement. Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de gens vous diront, non seulement rien n'a changé, mais c'est encore allé en pire. Ils ont changé en mal. Ils ont changé en mal, comme il dit. Donc, changer en mal, qu'est-ce qui a fait qu'on ait changé en mal? J'ai dit toujours aux gens, à l'époque, j'avais eu une consultation en 2002. Alors, je viens pour me faire payer. C'est à la présidence de la République, je vous dis, pour me faire payer. Mais ça m'a fait tellement d'aller-retour, que jusqu'au moment là où je te parle là, on est en 2002 là, jusqu'au moment où je te parle là, on m'a pas payé. Simplement, après quelqu'un m'a dit, tu vas te fatiguer. Là. Tu avais travaillé pour l'État? Oui, monsieur. Ah non, c'était la deuxième fois que ça m'arrivait. Une autre fois, quelqu'un d'autre avec du temps de Diouf, mais le ministre pour lequel j'avais travaillé à l'époque, c'était un libéral, du temps de Diouf. Toujours pas payé, peut-être qu'ils me payeront demain. Mais en fait, donc j'ai eu ça. Parce que simplement, ça demande quoi? Que la personne attend un retour. Le bakish. Et comme si vous n'avez pas la culture du retour, vous ne retournez rien. En fait, comme je dis aux gens, ce n'est pas que je sois le plus propre du tout, mais c'est que j'ai peur, je ne sais pas comment on retourne. C'est tout. Alors donc c'est même pratique. On continue, non, on est avec les libéraux là. Donc les libéraux, on continue à faire la même chose. Et en se disant quoi? Que de toute façon, nous sommes des libéraux. Et quand on est libéral, c'est la libre entreprise, c'est l'initiative, comment est-ce qu'on appelle ça? L'initiative privée. En encourageant l'initiative privée pour l'implanter sur un tissu social qui était déjà longuement socialiste, donc comptant sur l'État, les gens viennent avoir une autre lecture de la chose, ils prennent ta philosophie, ils l'appliquent à l'ancienne méthode pour dire très bien, vous avez des libres entreprises, nous allons entreprendre, nous allons nous enrichir et c'est le moment. Aujourd'hui, ça nous permet aussi d'aborder la question de l'université, parce que justement, cette situation de gestion des deniers publics a fait que l'université est dans une situation difficile, pas d'argent pour financer toutes les réformes qui sont à l'université. Le ministre Ménétounian a dit qu'ils ont trouvé de la fraude à l'université, 35 000 bourses qui sont illégales, et ça coûte jusqu'à 5 à 10 milliards de francs CFA. C'est vrai que ça aussi c'est inquiétant. Une véritable mafia à l'université. Non. Et puis tout à l'heure là, si on tient compte des conditions là que tu as développées, en réalité, maintenant la question que l'on se pose, à quoi bon de changer de gouvernance? Maintenant il vaut mieux laisser comme ça, comme tout le monde est pareil. Et là parfois je suis tenté de baisser les bras. Non, baisse pas. Je me dis c'est pas quoi bon. Bref, c'est progressif. L'université, qu'il y ait eu 35 000 étudiants payés alors qu'ils n'ont pas droit, ça c'est très grave. Et les responsabilités, parce que c'est des responsables, devraient être situées. Qu'est-ce qui a permis, quels sont les responsables qui ont permis que des étudiants, qu'autant d'étudiants, 35 000, soient payés alors qu'ils n'ont pas droit à des bourses? Ça quand même la question est à poser. C'est la raison pour laquelle quand tu parles de fraude, d'escroquerie, il y a tout dans cette université. L'université est un corps social, c'est l'image du Sénégal, c'est l'image de la société sénégalaise. Sauf que là aussi, il y a une question quand même qu'il faut qu'on se pose. C'est-à-dire que, est-ce que le système est informatisé, oui ou non? Non, il n'était pas. Il n'était pas. Il commence à avoir un fichier. Okay. C'est d'ailleurs ce fichier qui a fait découvrir à beaucoup de Sénégalais qu'il y avait une mafia qui se développait sur tout le circuit. Alors, il n'était pas informatisé. Est-ce que c'était pas fait à dessein pour faciliter justement ces fraudes? Non, attends, c'est que ceux qui doivent informatiser ne sont pas ceux qui fraudaient. Enfin, je me dis, non, parce que je pense que personne ne gagne à faire bénéficier de bourse quelqu'un
qu'il n'y a pas droit. Bon, comme 35 000, quand même, c'est beaucoup. C'est énorme. Mais on ne peut pas comprendre ça. Non. Alors, pendant combien de temps? Mais eux, voici l'explication qu'ils donnent. Ils vous disent que non, en vérité, pour eux, ou pour certains d'entre eux, que cela ne se passe pas comme ça. Ils suspectent plutôt, ou ils soupçonnent les autorités académiques aujourd'hui, enfin pas les académiques, mais je veux dire que l'administration du ministère de vouloir remettre en question le système de la bourse ou de l'aide pour tous. Et donc la meilleure façon effectivement c'est de communiquer sur le faux. Parce que quand vous communiquez sur le faux et que personne n'a encore les moyens de vérifier ça, ça donne l'impression d'être bon. Et que demain si effectivement on a enlevé ces gens-là, tous les étudiants n'auraient plus la bourse et l'aide telle qu'on l'avait promis et telle que ça a été appliqué. Après on se retrouvait en disant, ben très bien, nous avons réussi de manière extrêmement intelligente. Vous pensez que c'est faux ça? C'est une possibilité. Moi, vous savez, ça vraiment là-dessus, moi, parce que ça peut être partiellement faux, mais ça ne peut pas être. Non, parce que j'ai entendu effectivement quand même tout le débat qu'il y a eu autour de ça. Que donc là, l'explication qui ordonne, c'est que n'importe qui peut se faire une carte d'étudiant. Bon, non, tout ça. Non, ça c'est même pas possible. Mais effectivement, il y a des problèmes. Tout est possible dans cette université-là. Moi, je crois, par-delà tout ça. Il va falloir penser à assainir la situation au niveau de l'université. Non seulement faire le point de ces bourses-là qui sont distribuées à des non-ayants droit, mais se poser la question de savoir est-ce qu'au Sénégal, il est possible d'attribuer la bourse ou une aide à tous les étudiants? Voilà des questions qu'il faut poser. Ça, c'est une question. Est-ce que le Sénégal a les moyens peut se permettre de donner une bourse à tous les étudiants et une aide à tous les étudiants? C'est pas possible. Tout là-dedans. Donc, ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire que le problème, c'est est-ce que le Sénégal peut... Oui, c'est que le temps est terminé. Il passe vite le temps qu'ils ont imparti. C'est une question sur laquelle peut-être nous allons revenir un jour pour aller en profondeur. Merci à mes invités, Ibrahim Bakhoum, journaliste formateur et membre du tribunal des pairs du CORED. Merci à Moudignon, écrivain, ancien inspecteur de l'enseignement. À la technique, Marie-Justine Diogo, micro Alassane Sambou Diop. Bon dimanche à tous.